Et si le mania du hip-hop, dont la fortune dépassait autrefois le milliard de dollars, arpentait aujourd'hui les couloirs capitonnés d'une cellule? De prison? Imaginez une scène transformant un empire de spiritueux de 400 millions de dollars en un récit édifiant. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous plongeons dans de nouvelles images choquantes montrant Diddy derrière les barreaux, des images qui réécrivent le récit de son effondrement financier et de sa chute publique. Vous avez vu les titres, un milliardaire qui a travaillé avec Jay-Z, Marc Cuban et une douzaine de grandes marques. Puis une série d'accords douteux, de Serk Vodka à un partenariat brisé avec Daggio l'a laissé perdre 550 millions de dollars rien qu'en spiritueux, faisant chuter sa fortune à seulement 300 millions de dollars. Aujourd'hui, un clip divulgué montrant Diddy en détention pourrait tout changer, déclenchant de nouvelles batailles juridiques, des retraits de marques et un bouleversement dramatique de la structure du pouvoir dans l'industrie musicale. Accrochez-vous, l'histoire vient de prendre une tournure beaucoup plus profonde. Dans un revirement choquant, le monde de Diddy, autrefois l'emblème de la royauté du hip-hop, a été bouleversé. Le mania, qui est parti de rien pour devenir la deuxième figure la plus riche du genre, affichant une fortune qui a éclipsé le milliard de dollars et un éventail de partenariats de marque, fait maintenant face à un effondrement financier qui laisse son héritage en lambeaux. Comment l'empire bâti sur les rythmes, l'image de marque et les affaires s'est-il effondré si soudainement? La réponse réside dans une série de décisions douteuses, de procès coûteux et l'effilochage d'un réseau qui semblait autrefois invincible. L'histoire commence en 2007, une année qui a marqué l'apogée de l'ascension commerciale de Diddy. Il a conclu un partenariat lucratif avec le géant des spiritueux Daggio pour promouvoir Serk Vodka, un accord qui a généré environ 400 millions de dollars de revenus. Pendant un moment, le monde a cru que la marque maintiendrait une dynastie à long terme et l'avenir financier de Diddy semblait assuré. Mais derrière la façade brillante, la tension montait. Diddy aurait cherché à écarter Daggio de l'accord, espérant prendre le contrôle total de la ligne de produits. Daggio, se sentant trahi, a rompu les liens et le contrat s'est effiloché. Les retombées ont été immédiates et dévastatrices. Un procès s'en est suivi et ce qui avait commencé comme une entreprise rentable s'est transformé en un bourbier juridique, épuisant à la fois l'argent et la réputation. Le coût financier de cet accord n'était que le début. Au cours des années suivantes, la fortune de Diddy a chuté de 1 milliard de dollars à seulement 300 millions de dollars, soit une perte de 700 millions de dollars. Les spiritueux, à eux seuls, représentaient une perte stupéfiante de 550 millions de dollars. Un chiffre qui s'est répercuté sur toutes les autres entreprises. Les réserves de trésorerie, autrefois considérées comme abondantes, ont commencé à diminuer, et les entreprises qui avaient prospéré sous son égide ont commencé à perdre de l'argent. Chaque perte s'est accumulée, transformant un empire autrefois robuste en un château de cartes financier précaire. Les gens supposent souvent qu'avec les bons alliés, milliardaires, PDG et fonctionnaires de la ville, on peut traverser n'importe quelle tempête. Diddy avait cette illusion. En 2007, quelques semaines seulement avant son procès, le maire Eric Adams l'a honoré de la clé de la ville, un geste symbolique de confiance et de camaraderie. Pourtant, les mois suivants allaient révéler la fragilité de telles connexions. Le maire, figure d'autorité et d'influence, a fait face à des accusations de corruption qui ont mené à son arrestation. Dans un rebondissement qui a fait écho à la chute d'un royaume, le réseau même qui était censé protéger Diddy s'est avéré aussi vulnérable que l'empire qu'il avait bâti. La vague juridique s'est renforcée avec l'arrivée de l'intervention fédérale. Le FBI a saisi plusieurs des actifs de Diddy, y compris des avions de luxe qui symbolisaient autrefois la liberté et le succès. Ces avions, autrefois utilisés pour transporter des talents et du matériel, étaient désormais sous la garde fédérale. La saisie n'était pas seulement symbolique, elle représentait une perte tangible de contrôle sur la fortune de Diddy. Alors que les frais juridiques s'accumulaient, ses comptes bancaires sont devenus un champ de bataille, le FBI affirmant son autorité sur les finances mêmes qui soutenaient son mode de vie. Qu'est-il arrivé à la marque, à la musique et à l'esprit d'entreprise qui définissait autrefois Diddy? L'effondrement était multifacette. Bien que les décisions commerciales, en particulier le virage mal avisé loin de Daggio, aient été centrales,
Les batailles juridiques en cascade ont exposé des vulnérabilités plus profondes. Chaque procès et chaque acte d'accusation ont ajouté des couches de pression financière, érodant la confiance et le capital. Dans les documents judiciaires, les procureurs ont allégué un schéma d'activité criminelle, trafic sexuel présumé, distribution de drogue et violence, le tout intégré dans une entreprise de racket qui aurait financé les projets de Diddy. De telles allégations menaçaient non seulement sa liberté personnelle, mais aussi l'ensemble du portefeuille immobilier, des entreprises et des actifs de luxe qui liaient son nom à la richesse. Les manifestations physiques de ce déclin sont frappantes. Le jet privé de 60 millions de dollars, autrefois symbole d'opulence, a déjà changé de main. Le manoir de Beverly Hills, un élément essentiel de son style de vie luxueux, est maintenant mis en vente. La propriété riveraine de Miami, toujours possédée mais refusée comme garantie pour une caution, témoigne du complexe dédale juridique qui régit désormais ses actifs. Même sa collection d'art, évaluée à plus de 20 millions de dollars et comprenant des pièces emblématiques d'Andy Warhol, reste en péril. Le portefeuille immobilier autrefois florissant s'érode rapidement, un signal clair que l'empire de Diddy ne perd pas seulement de l'argent, il perd les fondations mêmes qui le soutiennent. Au milieu de cette tourmente, l'image publique de Diddy, autrefois le bad boy du divertissement, fait face à un examen sans précédent. Les accusations de racket sexuel, associées à une attention médiatique implacable, ont aliéné partenaires, sponsors et fans. Les marques qui prospéraient autrefois sous son nom sont désormais prudentes, réticentes à s'associer à une marque ternie. Des amis célébrités, qui marchaient autrefois à ses côtés sur les tapis rouges, se distancient maintenant, leur silence étant un rappel brutal du coût personnel de ses choix. Alors, qu'est-ce qu'il attend? Les batailles juridiques sont loin d'être terminées. Avec les actions de saisie du département de la justice et la possibilité qu'un empire entier soit réclamé, l'avenir de Diddy est en jeu. Même s'il devait sortir de ses procès, la reconstruction exigerait non seulement un rétablissement financier, mais aussi un profond changement dans la perception publique. Le chemin de la rédemption, s'il existe, sera pavé de transparence, de restitution et peut-être d'un nouveau modèle commercial ancré dans la responsabilité. Le récit de l'ascension et de la chute de Diddy sert de récit édifiant. Il souligne la nature fragile du succès bâti sur une expansion agressive et des partenariats douteux. Cela nous rappelle qu'aucun réseau, aussi puissant soit-il, ne peut protéger une personne des conséquences de stratégies mal alignées. Il reste incertain si Diddy pourra se réinventer et retrouver sa place dans les mondes de la musique et des affaires. Thing was like an Epstein-type compromise deal, where whether he was doing. Une chose est claire. Les jours d'influence incontrôlée et de fortune sans entrave sont derrière lui. L'avenir exigera de la résilience, de l'humilité et un réétalonnage de ce que signifie être un magnat à une époque qui exige autant l'intégrité que l'innovation. La prochaine phase de la saga transforme le tribunal en un champ de bataille pour l'âme même de l'empire de Diddy. Dans l'action de saisie, les procureurs ont déchaîné une arme qui va au-delà des peines de prison, atteignant les coffres de ses actifs. Le langage de l'acte d'accusation est délibérément vaste, qualifiant chaque bien, réel ou personnel, selon les termes de « bien facilitant » ou d'instrumentalité et de « produit du crime ». En cas de condamnation, l'étendue de la saisie pourrait trancher dans tout le tissu de sa vie commerciale. De ses marques de spiritueux à son catalogue musical, chaque poste devient vulnérable. Le département de la justice a présenté l'affaire comme une entreprise criminelle, ciblant non seulement Sean Combs, mais s'étendant également au conglomérat de marques qui portait autrefois son nom. L'implication est claire. Si le jury déclare Combs coupable, le jugement pourrait le priver des outils mêmes qui ont soutenu son ascension. Les implications financières de cet assaut juridique sont stupéfiantes. Selon des sources internes, le coût de la défense dépasse les 8 chiffres. Des cabinets d'avocats de défense pénale de premier ordre, avec des honoraires dépassant facilement le million de dollars, ont été engagés pour former une petite armée d'avocats. Pour quelqu'un dont la fortune a été publiquement estimée à 1 milliard de dollars, les dépenses de défense juridique à elles seules éclipsent la valeur de plusieurs de ces marques. Pourtant, alors que ces frais juridiques s'accumulent, d'autres sources de revenus s'évaporent.
La société mère de son label phare, De Joe, l'a discrètement laissé tomber, rompant le contrat sans tambour ni trompette. La chaîne de télévision qui surfait autrefois sur la vague de son charisme, Revolt TV, perd des téléspectateurs et des annonceurs. Le personnel démissionne, les dirigeants partent et la marque autrefois étincelante n'est plus qu'un fantôme. Même ses propres produits de style de vie, Sean John et d'autres marchandises sous licence, sont tombés dans l'oubli, réduits à des accords de licence qui sont maintenant sous intense examen. L'effet cumulatif est une érosion rapide des revenus, transformant le moteur financier autrefois robuste de Diddy en une relique crachotante. Au milieu de cette implosion financière, une couche inattendue d'espoir a émergé, un programme de réhabilitation. Les critiques soutiennent que cela pourrait être une manœuvre de relations publiques. Pourtant, le système fédéral stipule qu'un individu qui a commis des crimes est éligible à certains programmes basés sur son rapport présententiel. L'agent de probation compilera un dossier complet, évaluant la gravité de l'infraction, les déclarations des victimes et tout antécédent judiciaire. Ce rapport est ensuite transmis au juge, qui détermine la peine selon les lignes directrices fédérales. Dans le cas de Diddy, la peine projetée varie de 22 à 54 mois. Cette fourchette reflète un équilibre délicat entre les mesures punitives et le potentiel de réhabilitation. Mais les enjeux restent élevés. Si le tribunal estime le rapport présententiel suffisamment convaincant, la peine pourrait pencher vers le haut de la fourchette, en particulier si les témoignages des victimes mettent en évidence un schéma de violence ou d'exploitation. Parallèlement aux discussions sur la peine, la situation de la caution a pris une tournure tendue. Alors que l'équipe juridique de Diddy a proposé une caution de 50 millions de dollars garantie par son manoir de Miami, la remise de son passeport, des restrictions de voyage et des arrangements de détention à domicile privé, le tribunal a refusé la caution. L'avocat de Cassie Ventura, citant la menace présumée pour sa sécurité, a publiquement exhorté le juge à maintenir Diddy en détention. Son plaidoyer souligne la peur croissante parmi ceux qui ont été proches de Diddy. Deontay Nash, autrefois styliste et confident de Cassie, a témoigné que lui et Cassie avaient subi de multiples actes de violence de la part de Diddy. Selon son témoignage, il y a eu plusieurs épisodes d'agression enregistrés que lui et Cassie ont subis. La décision du tribunal de ne pas accorder la caution peut être considérée comme une reconnaissance de la gravité de ces allégations. Mais elle alimente également le récit selon lequel la liberté de Diddy pourrait inciter à de nouvelles représailles. Le récit s'épaissit avec de murmures d'une conspiration plus profonde, un récit rappelant les scandales très médiatisés qui ont éclaté par le passé. Des allégations font surface, selon lesquelles Diddy aurait cultivé des liens avec les communautés policières, une affirmation qui gagne en crédibilité lorsqu'elle est combinée à la suggestion qu'il pourrait être un informateur. La suggestion qu'il aurait pu jouer un rôle dans la disparition de Tupac Shakur ou qu'il pourrait être lié au meurtre du célèbre rappeur alimente une tapisserie plus large de spéculations. Bien qu'aucune preuve concrète ne soit encore publiquement confirmée, la simple présence de ces rumeurs aggrave la perception que la chute de Diddy n'est peut-être pas un défi juridique solitaire, mais un point de rupture dans un système plus vaste. Les préoccupations de sécurité se propagent du dépôt de plainte de Cassie à sa sphère personnelle. Des rapports indiquent que Freddie P. a commenté la situation de Cassie, l'exhortant à quitter le pays avant toute représaille. L'affirmation selon laquelle des personnes proches de Diddy complotent une vengeance brosse un tableau effrayant d'un homme qui, qu'il soit protégé par le pouvoir ou simplement un pion, est capable d'orchestrer des préjudices contre ceux qu'il ne peut plus atteindre directement. L'avocat de Cassie, craignant pour la vie de sa cliente, exhorte activement à des actions préventives, non seulement pour Cassie, mais pour quiconque dans son cercle intime. Ces menaces croissantes ajoutent une autre couche d'urgence au refus de la caution et soulignent le fait que l'affaire vise autant à protéger les survivantes qu'à démanteler une entreprise criminelle. Lorsque tous ces fils s'entrelacent, le langage général de la confiscation, les coûts de défense astronomiques, l'effondrement soudain des flux de revenus, l'espoir ambigu de réhabilitation, le refus tendu de la caution et les murmures de conspiration, une image d'incertitude se cristallise. La prochaine décision du tribunal déterminera probablement si Diddy peut tenter de se reconstruire derrière les barreaux ou si ce chapitre cimentera son déclin. Les marques qui exploitaient autrefois son pouvoir de star sont maintenant au bord de l'extinction. Les revenus qui alimentaient ses produits de style de vie s'évaporent et les coûts juridiques dépassent la valeur de nombre de ses actifs.
Face à une telle machinerie juridique implacable, toute prétention à un retour en douceur sur la scène publique semble de plus en plus fragile. Même si un programme de réhabilitation offre une lueur de rédemption potentielle, la structure plus large de la confiscation menace de démanteler l'échafaudage financier qui a rendu son retour possible. Dans les jours à venir, la salle d'audience et la cellule de prison resteront probablement les scènes principales. La décision du tribunal sur la peine, éclairée par le rapport présententiel, déterminera si Diddy purge une courte période ou une période plus longue qui pourrait entraver ses tentatives de renouvellement de marque. Le décret de confiscation, s'il est adopté, pourrait le priver des actifs qui lui servaient autrefois de monnaie d'échange. Le refus de la caution, renforcé par des préoccupations de sécurité très médiatisées, laisse entendre que le système n'est pas disposé à risquer de nuire davantage à ceux qui pourraient être ciblés. I'm sure if you go to Diddy's house, it probably feels Oh real my- weird. You Probably know- feels weird walking around that house. Probably like, Pendant ce temps, les murmures de connexion avec les forces de l'ordre ajoutent une couche d'intrigue, suggérant que la chute de Diddy pourrait ne pas être simplement une conséquence de poursuites judiciaires, mais impliquer des forces plus vastes et invisibles. L'avenir reste un scénario en cours d'écriture. Si les défis juridiques et financiers de Diddy se concrétisent pleinement, son récit autrefois puissant pourrait s'effondrer en une histoire de marques brisées et de vies détruites. Inversement, si le programme de réhabilitation s'avère efficace et que le tribunal impose une peine gérable, il pourrait écrire un nouveau chapitre, bien qu'il s'agisse d'un net départ du passé opulent. Pour l'instant, les images de Diddy en prison ajoutent un rebondissement inattendu, forçant chacun à réévaluer les enjeux, le potentiel de rédemption et l'ampleur des retombées. On ne sait pas si le récit se terminera par la justice, la protection ou un nouvel effondrement de son empire. Mais ce qui est clair, c'est que la salle d'audience et la cellule de prison sont devenues les nouvelles arènes où la lutte pour la justice continue de se dérouler. Le nouveau rapport présententiel atterrit sur la table comme un nouvel acte d'accusation, une carte complexe détaillant chaque tournant du parcours juridique de Diddy. Il catalogue ses précédentes rencontres avec les forces de l'ordre, des petites infractions qui ont éclaté au début de sa carrière aux accusations plus graves qui ont maintenant abouti à une ordonnance de confiscation fédérale. Ce récit stratifié brosse le tableau d'un homme dont la relation avec l'autorité a évolué d'une exubérance imprudente à une négociation calculée. Le document met en lumière non seulement les incidents eux-mêmes, mais aussi la manière dont Diddy a géré chacun d'eux. Qu'il ait admis sa culpabilité, utilisé son réseau ou mené un combat devant les tribunaux. Au cœur du rapport se trouve la question de l'intention. Chaque tentative de caution, chaque plaidoyer de clémence est disséqué avec une précision chirurgicale. La série de demandes de caution était-elle un véritable désir de démontrer le remords et la responsabilité, ou faisait-elle partie d'un plan plus vaste pour maintenir la faveur du public? L'analyse révèle un schéma. Une personnalité publique charismatique utilisant son récit personnel pour créer une image de résilience, même tandis que la machinerie juridique s'acharne contre lui. Les critiques soutiennent que de telles manœuvres risquent de transformer un moment de crise personnelle en une marchandise, un nouveau chapitre de sa marque soigneusement conçue. D'autres rétorquent que la capacité d'une célébrité à transformer l'adversité en opportunité n'est pas nouvelle. Elle est, en fait, un élément central de leur stratégie de survie dans l'industrie du divertissement. Ce débat fait écho à des questions sociétales plus profondes, sur la responsabilité versus la célébrité. Lorsqu'une figure de la stature de Diddy se présente devant le tribunal, le système est confronté à un délicat exercice d'équilibre. Le rapport présententiel ne se contente pas de peser ses délits passés, il examine également ses connexions au sein de la communauté. Le même réseau qui amplifiait autrefois sa musique sert maintenant de bouclier potentiel. Il a cultivé des relations à travers la philanthropie, la production musicale et les entreprises commerciales, dont certaines sont présentées comme des actes de bonne volonté, d'autres comme des alliances stratégiques. Le rapport note que ces liens pourraient influencer la discrétion du juge, mais il risque également la complicité, en particulier si ces connexions ont été utilisées pour faciliter ou dissimuler des actes répréhensibles. Le récit revient également à un souvenir plus ancien et plus intime qui a refait surface dans le discours public, les années passées dans un camp de jeunesse dirigé par son premier mentor. Dans ce camp, un Diddy de 13 ans a été exposé à une culture d'excès qui ressemblait à un microcosme du monde plus vaste du divertissement.
Témoin de fêtes qui s'étiraient jusqu'aux premières heures du matin, entouré de pairs et d'initiés de l'industrie, il a reçu une leçon précoce sur les frontières floues entre privilèges et responsabilités. Cette expérience a été mentionnée dans le rapport présententiel, suggérant qu'une exposition précoce à cet environnement a pu semer un schéma de comportement qui s'est maintenant manifesté par des défis juridiques. La question est donc de savoir dans quelle mesure la situation actuelle de Didi est une continuation de ses années de formation par opposition à une stratégie délibérée et consciente. D'une part, le rapport souligne ses efforts pour s'engager dans des actions communautaires, concerts caritatifs, programmes de mentorat, déclarations publiques de repentance. D'autre part, il met en évidence son utilisation de ces plateformes pour détourner l'attention, se positionnant comme une victime des circonstances plutôt que comme l'architecte de son propre destin. Cette dualité se reflète dans la perception du public, partagée entre l'admiration pour son esprit d'entreprise et le scepticisme quant à ses motivations. Une autre couche de complexité réside dans l'ordonnance de confiscation elle-même. L'ordonnance, signée par la magistrature fédérale, vise à priver Didi des actifs accumulés par le biais d'activités prétendument illicites. Le rapport présententiel détaille comment la confiscation se déroulera sur plusieurs procédures judiciaires, chacune impactant potentiellement sa situation financière et, par extension, sa capacité à continuer à projeter une image de succès. La confiscation n'est pas un outil juridique solitaire, elle fait partie d'une stratégie plus large qui comprend des procédures de mépris civil, la saisie d'actifs et le démantèlement ultime d'une marque lucrative qui pourrait avoir été construite sur des fondations douteuses. Les experts du domaine soutiennent que le cas de Didi établira un précédent sur la manière dont le système judiciaire traite les accusés de haut profil. La minutie du rapport présententiel rappelle que les conséquences juridiques de la construction d'une marque ne sont pas seulement abstraites. Le tribunal examinera si le récit personnel d'une célébrité peut l'emporter sur la charge de la preuve des actes répréhensibles. L'inclusion dans le rapport de ses tentatives de caution, de ses efforts pour redorer son image et de ses liens communautaires de longue date illustre les enjeux élevés. Si le juge décide de pencher vers la clémence, cela dépendra probablement de la perception du tribunal quant à son véritable remords. Le rapport présententiel suggère que, si le juge perçoit ses tentatives d'excuses et son engagement dans des efforts caritatifs comme sincères, une demande de réduction de peine pourrait gagner du terrain. Inversement, si le tribunal considère ses tentatives de caution et ses déclarations publiques comme une campagne calculée pour préserver sa marque, la confiscation et les sanctions pénales pourraient être maintenues, entraînant potentiellement une peine qui reflète la gravité de ces violations. Les nouvelles images de Didi en prison ne font qu'approfondir la conversation. Un flash d'appareil photo qu'il a capturé derrière les barreaux, entouré de murs institutionnels plutôt que de sièges en velours, offre un contraste visuel frappant avec son image précédente. Les images, une fois vues, obligent les spectateurs à reconsidérer le récit qui avait été construit au fil des décennies. Cela force le public à confronter la réalité que ces batailles juridiques ne sont pas une simple cascade marketing, mais un reflet des conséquences des actions prises au cours des années d'exposition publique. En fin de compte, le rapport présententiel expose un labyrinthe juridique et personnel loin d'être simple. Chaque fil, tentative de caution, lien communautaire, expérience précoce, s'entrelacent pour former un portrait à la fois complexe et édifiant. Les images de Didi en prison ne changent pas seulement le récit, elles remodèlent le discours, rappelant à tous que même une figure qui peut transformer une crise en un nouveau chapitre doit toujours faire face à l'examen de la loi.